la rétrospective de la semaine. Dans cette déclaration, le MBDASP dit suivre avec une profonde tristesse et un sentiment d'inquiétude et de désolation l'évolution de la situation sécuritaire au Burkina. Pour la structure de défense des droits humains, malgré l'engagement des forces de défense et de sécurité sur le terrain, on assiste à une intensification des attaques terroristes à travers des assassinats ciblés de personnes, des embuscades et l'utilisation d'engins explosifs improvisés contre les patrouilles et les positions des forces de défense et de sécurité, des exécutions d'autorités coutumières et religieuses ainsi que de fidèles de diverses confessions, des assassinats d'enseignants, des enlèvements de personnes, des menaces contraignant à des fermetures d'écoles et d'infrastructures socio-sanitaires. Ainsi, après avoir répertorié quelques cas d'attaques terroristes, le MBDASP juge qu'il est plus qu'urgent de mettre un terme à cette spirale horrible pour la simple raison que ces attaques pourraient s'aimer des germes de guerre civile. Pour le mouvement, certaines attaques ont déjà constitué des éléments déclencheurs d'affrontements meurtriers entre communautés à Yirgou et à Arbinda notamment, causant des centaines de morts et de blessés ainsi que de milliers de déplacés. Rappelant que l'État reste le principal garant de la jouissance effective du droit à la sécurité, le MBDASP estime tout de même que le contexte appelle plus que jamais la contribution de chaque Burkinabé. C'est pourquoi le mouvement de défense des droits humains invite le gouvernement à assumer en toute responsabilité sa mission régalienne de sécurisation de l'ensemble du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens, à asseoir une stratégie de lutte antiterroriste qui favorise une large adhésion et une implication effective et efficiente des populations sur l'ensemble du territoire national, à veiller dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, à conformer les pratiques des forces de sécurité aux principes des droits humains et aux règles de l'état de droit. Le MBDASP appelle également les populations à s'organiser en vue de contribuer au combat patriotique contre l'insécurité dans ses diverses formes et en particulier ces attaques terroristes qui endeuillent et traumatisent le Burkina Faso. Mettre tous ses moyens et énergies pour atteindre un but et ce, de façon désintéressée, tel est le sens du sacrifice selon le premier conférencier Dr Mamadou Fayama. À l'en croire, l'esprit de sacrifice suppose un renoncement de ses désirs et intérêts personnels parfois vitaux au profit de l'intérêt général ou de la cause défendue, ce qui requiert abnégation, désintéressement et dévouement qui, selon lui, sont des éléments importants dans l'exercice de l'activité syndicale. Le second conférencier, à savoir professeur Seni Kwanda, cite des figures ayant marqué le monde estudiantin de par le sacrifice qu'elles ont consenti. Parmi celles-ci, Dabo Boukari, étudiant qui a été assassiné en mai 1990, et Somé Bouir, président de l'association des étudiants voltaïques qui deviendra plus tard Association nationale des étudiants burkinabés ANEB. Ce dernier, selon Seni Kwanda, a été exclu de l'université de Ouagadougou en 1985 à la suite de la déclaration du front syndical qui dénonçait une remise en cause des libertés et dont sa structure était membre, et le communicateur de renchérir que Somé Bouir a tenu haut le flambeau de la lutte estudiantine jusqu'à son dernier souffle. Il indique par ailleurs que celui qui s'engage dans la lutte peut être confronté à la répression physique, financière ou morale. Face aux adversités, Seni Kwanda invite les étudiants à s'armer non seulement de courage, mais également d'une formation politique et idéologique pour la défense de leur organisation qu'est l'UGF. L'engagement ne doit pas être temporaire, mais doit aller au-delà du cadre universitaire, fait-il savoir. C'est ainsi qu'il invite les locataires du Temple du Savoir à s'engager durant toute leur vie. Il a de ce fait félicité l'UGF pour son orientation et son histoire marquée de lutte et de sacrifice. Seni Kwanda n'a pas manqué de manifester sa fierté à l'égard de la dite structure, car étant la seule structure membre de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France à avoir survécu contrairement à d'autres de la sous-région. Plus de 8 hectares, c'est la superficie du site objet de litige entre des maraîchers situés sur la rive du barrage jouxtant l'échangeur du Nord et un leader religieux. Le 14 mai dernier, ces maraîchers recevaient une sommation d'un huissier de justice de libérer les lieux, toute chose qui est inacceptable selon le coordonnateur des CDAIP de l'ex-arrondissement de Signoguin pour plusieurs raisons. Ernest Zemba. Les maraîchers qui exploitent actuellement le site concerné l'ont hérité de leurs ancêtres installés sur la rive depuis plus d'une centaine d'années. Le maraîchage est pour ces derniers une activité leur permettant de se prendre en charge.
Sur la base des deux premiers éléments évoqués, les occupants de la partie touchée par les travaux de l'échangeur du Nord ont été dédommagés. Le retrait forcé du site de maraîchage au profit d'une confession religieuse est une injustice qui porte les germes d'une crise. À en croire les CDAIP, la procédure d'attribution n'a pas suivi les règles. On ne peut pas attribuer à quelqu'un un site sans pour autant consulter les propriétaires terriens. C'est la culture de l'injustice. Et les gens font table rase sur ce qui est censé être juste. Lors de la construction de l'échangeur du Nord, les camarades étaient installés. Et le gouvernement a dit que la zone est déclarée zone d'utilité publique pour pouvoir faire le forcing. Nous avons déposé une plateforme revendicative en son temps. Le deuxième élément est que vous voyez des gens qui se sont installés il y a plus de 100 ans, ils sont quand même propriétaires de fer, même s'ils n'ont pas de documents qui l'attestent. Et comme ce que nous l'avons dit, les certificats d'agrément là, c'est une source légale aussi qui montre qu'en réalité la zone est une zone de production maraîchère. Et ce que nous allons ajouter est que dans la sommation, il est dit que c'est une zone non lotie, alors que ce n'est pas une zone non lotie. Si malgré leur opposition, les maraîchers devraient être déguerpis, il faudra au préalable identifier, aménager un site pour leur réinstallation et procéder au dédommagement, ont fait savoir les conférenciers. C'est avec surprise que le pasteur Francis Kaboré de l'église des Assemblées de Dieu Vim-Kulga dit avoir suivi la conférence de presse des CDAIP de l'ex-arrondissement de Signoguin, une conférence au cours de laquelle les animateurs l'accusaient de tenter de s'accaparer du site de maraîchage sur la rive du barrage jouxtant l'échangeur du Nord. Pour lui, il n'en est rien puisqu'il ne s'agit même pas d'un site de maraîchage. Pasteur Francis Kaboré. Ce n'est pas un lieu de maraîchage, c'est un lieu d'habitation. Il y a des gens qui habitaient ici dans les années 78, 79, 80 jusqu'à 85 et c'est au moment de lotissement que ces gens-là ont été attributaires des parcelles. Et ce terrain-là est devenu une zone hors lotissement. C'est pas un non-loti. Nous devions être attributaires d'un terrain en 85, chose qui n'a pas été faite par une erreur de la mairie. C'est pour cela qu'ils ont dit personne ne doit revenir ici. Si le lotissement a été fait en 85 et eux ils étaient là en train de faire le maraîchage depuis 100 ans, mais je comprends pas comment vous pouvez expliquer ça. Donc cela veut dire que c'est du faux, c'est du dilatoire. Sur le fait que la zone soit inondable, le pasteur dit ne pas souhaiter mener un débat technique. S'ils sont plus techniciens que les techniciens, ben ça le regarde. Moi je suis pas technicien, moi je suis un demandeur. Si ceux qui m'ont attribué attestent que c'est légal, là ils n'ont qu'à aller leur poser cette question. C'est pas à moi. S'ils trouvent que c'est une zone inondable, c'est les autorités compétentes qui nous ont attribué le terrain. En ce qui concerne le dédommagement exigé comme préalable à tout déguerpissement, il fait savoir que les vrais propriétaires terriens ont déjà été dédommagés. Il faut qu'eux-mêmes ils sachent qu'ils ne doivent même pas être ici illégalement. Ceux qui devaient être dédommagés l'ont été. C'est ceux qui résidaient ici. Et leur dédommagement, c'est leur donner leur parcelle. Et eux, ils ont rejoint leur parcelle. C'est par quelle autorisation ils sont venus occuper le terrain? Qui les a autorisés? Les puits qui disent là, ils n'ont creusé aucun puits. Tous ces puits-là, ce sont ceux qui résidaient ici là, qui ont creusé ces puits-là. L'affaire est en ce moment en justice, a-t-il confié. Il a pour finir assuré qu'il dispose de tous les documents légaux lui permettant de mettre en valeur le dit terrain. Le syndicat national des artistes musiciens burkinabés, SUNAMUB, dit dénoncer le manque de volonté du ministère en charge de la culture à respecter ses engagements pris en mars dernier. Selon le secrétaire général du SUNAMUB, aucun des 10 engagements n'a été respecté jusqu'à ce jour. Abdulkader Ouattara, alias Almami Kaji. Aucun engagement n'a été respecté dans la mesure où même pour la lecture de la loi 032, dans la plateforme nous demandons que les décisions qui sont prises concernant les acteurs culturels, les artistes musiciens de notre pays, il ne faut pas que ces décisions-là se prennent après eux. On ne peut pas discuter et décider à la place des artistes. Sinon, je ne sais pas à qui est-ce que les lois imposées vont faire effet. Face à ce qu'il qualifie de mépris envers les artistes musiciens du Burkina, lui et ses camarades n'excluent pas une marche meeting sur le ministère de tutelle. Et si rien n'est fait, les mesures qui seront entreprises là, notamment sur les mesures de lutte. Et en termes de lutte, il y a des sites, des meetings, il y a des marches meetings. Toutes nos sections du Burkina Faso, de Bourg de l'Assaut de Coupéla, ainsi que les autres sections du pays sont mobilisées. Et le prochain appel qui ne sera tardé sera une marche meeting des artistes musiciens de Burkina Faso pour exiger la satisfaction de notre plateforme revendicative. La dotation d'un logiciel unique de comptabilisation, la baisse du coût de location de la salle du Sénasa, l'audit du bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA. Ce sont entre autres les engagements pris par le ministère en charge de la culture à l'endroit du syndicat national des artistes musiciens burkinabés, SUNAMUB.
La rétrospective de la semaine. Le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail SYNACIT a dénoncé ce jour ce qu'il qualifie de manque de volonté du gouvernement à respecter ses engagements pris en décembre 2017 à leur endroit. Le syndicat en veut plus à la gestion du ministre en charge de la fonction publique. Sado Salambéré est le secrétaire général adjoint du SYNACIT. Le délit de dialogue social malgré l'existence d'un arrêté instituant un cadre de concertation entre le ministère et les organisations syndicales du ministère. Le manque de volonté réelle pour résoudre les préoccupations des inspecteurs et contrôleurs du travail, voire le mépris du corps des inspecteurs du travail au sein du ministère, caractérise le quotidien du professeur Céline Mamadou de Bravo et de son secrétaire général. Lui et ses camarades pointent également du doigt l'inexpérience du directeur d'administration et des finances dans la mise en œuvre du protocole. Il faut relever que les difficultés de mise en œuvre de certains aspects du protocole sont l'émanation de la mauvaise foi, l'inexpérience, l'incurie, voire l'incompétence du directeur de l'administration et des finances. Les mots sont peut-être forts, mais les agissements du DAF actuel de notre ministère ne donnent à penser qu'à des faits qualificatifs. Face à toute cette situation, le SYNACIT compte entreprendre des actions pour se faire entendre, mais pas avant ce jeudi 23 mai 2019 où le syndicat note avoir été invité sur la table des échanges. L'issue de cette rencontre va déterminer la suite à donner aux actions du SYNACIT, a souligné les responsables du syndicat. Au deuxième jour de sa grève, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SYNCHA dit être satisfait de la mobilisation de ses militants. En dépit du service minimum décrété par le gouvernement dans les différents centres de santé, le secrétaire général du SYNCHA souligne que cela n'a pas d'effet sur leur mouvement et dit veiller au grain. Nous veillons à ce que ce ne soit pas une occasion pour briser notre lutte. À ce que nous avons vu en tout cas hier, pour l'instant, même s'il y a eu des tentatives, cela n'a pas donc porté préjudice au succès de la lutte. Nous avons vu qu'ils ont donné des papiers aux gens, soi-disant que c'est des réquisitions, qui ont été distribuées pratiquement depuis le 17, le 18, etc. Mais cela n'a pas empêché la participation des militants à la lutte. Même s'il dit être conscient de l'impact de cette grève sur les patients, Pissiamba Ouedraogo estime que c'est le gouvernement qui en est responsable et dit déplorer l'attitude de ce dernier. Il n'y a pas ce service qui va arrêter de travailler sans porter préjudice aux usagers. Et dans le secteur de la santé également, c'est pareil. Mais nous avons toujours dit que nous prenons toujours les dispositions pour permettre à l'État, s'il y a la volonté, avec nous, qu'on puisse ensemble régler les problèmes, parce que la grève n'est pas une fatalité. Mais nous constatons qu'avec nos gouvernements, il n'en a jamais été ainsi. On veut plutôt voir, est-ce que même le syndicat est capable d'organiser une grève avant toujours de réagir. On ne prévient jamais une situation difficile dans notre pays. On réagit toujours après donc les catastrophes. S'il n'y a pas de satisfaction à l'issue de ce mot d'ordre, le syndicat entend faire le point à ses militants et décidera de la conduite à tenir, a déclaré son secrétaire général. 32 points de revendication de la coordination des syndicats de l'éducation sur 56 ont été satisfaits selon le ministre en charge de l'éducation. Parmi ces points figurent la relecture du statut valorisant et la question des indemnités et bonifications d'échelon dont le traitement est en cours. Stanislas Waro. Concernant la finalisation de la rédaction du statut valorisant, il me plaît donc de saluer la réalisation de cet engagement. Au sujet du traitement des indemnités de logement et spécifique, il me plaît aussi de rappeler que le traitement des dites indemnités a débuté en septembre 2018, mais c'était uniquement au niveau central, et ce jusqu'au mois d'avril 2019. Concernant le dossier relatif à la bonification d'échelon, la prise des actes et la première constatation financière a été faite en fin mars 2019. Le ministre a également fait le point des préparatifs des examens du CEP, du BPC et du BEP, dont les épreuves écrites sont prévues du 6 au 20 juin prochain. Si on enregistre un accroissement cette année du nombre de candidats inscrits au CEP, tel n'est pas le cas pour le BPC. Pour le certificat d'études primaires, nous avons enregistré cette année 419 260 inscrits.
En comparant ces chiffres aux chiffres de la session de 2018, nous avons un accroissement de 29 751 candidats cette année. Le taux d'accroissement est de 7,6%. Pour ce qui est du brevet d'études du premier cycle BPC, cette année nous avons 304 096 candidats inscrits pour le BPC, contre 314 387 à la session de 2018. Donc là, il y a une régression de 3,27%. Une régression due en partie à la situation sécuritaire. La grève des syndicats de la santé était également au menu des échanges. Des dispositions ont été prises, selon la ministre de la Santé, en vue d'assurer la continuité du service au niveau des urgences. Pour ce qui est de la fonction publique hospitalière, son opérationnalisation est en cours, même si aucune échéance n'a été donnée. Claudine Louguet. Le délai de l'application concrète de la fonction publique hospitalière, la loi sur la fonction publique hospitalière recèle en elle-même une vingtaine de textes. Et l'élaboration des textes ne peut se faire qu'avec les partenaires. Et donc, nous avons un certain nombre de textes élaborés. Nous allons les amender avec les partenaires afin de les présenter en Conseil de ministres pour évaluation et adoption. La ministre dit être ouverte au dialogue avec les syndicats. Toutefois, il n'y a pas encore eu de rencontre avec ces derniers depuis le début de la grève. Raison évoquée, le manque de temps dû à l'organisation par son département du service minimum dans les centres de santé. La rétrospective de la semaine. C'est à peine débuté que la rencontre gouvernement-syndicat s'est terminée en queue de poisson le mardi dernier. Pour cause, la partie syndicale a posé un préalable qui n'a pas eu de réponse satisfaisante de la part du gouvernement. Georges Kwanda, président du mois de l'unité d'action syndicale. Comme vous l'avez su, il y a eu un préalable à l'ouverture qui était de donner une réponse à la question de l'UETS qui est appliquée sur les indemnités et les primes servies aux travailleurs du privé et des sociétés d'État. Donc nous attendions une réponse par rapport à ça et cette réponse n'est pas venue parce que le gouvernement trouve qu'il ne pouvait pas répondre immédiatement et qu'il fallait attendre à la prochaine rencontre gouvernement syndicat pour en discuter. Et donc nous avons dit que nous n'avons plus notre place là parce que c'était un préalable que nous tenons. Il s'est par ailleurs indigné de la réponse apportée par le gouvernement à leurs préoccupations. Nous pensions qu'en convoquant les syndicats, ils allaient mettre ce problème-là d'abord, puisque c'était un préalable. Mais à notre grande surprise, le Premier ministre dit qu'il ne peut pas répondre immédiatement, qu'il faut attendre la prochaine rencontre gouvernement-syndicat pour en discuter. Nous pensons qu'il y a quelque part un manque de respect pour nous, parce qu'en 2 ans et demi, et s'ils voulaient trouver une solution, ils allaient le faire. Mais pourquoi les organisations syndicales tiennent tant à ce préalable? Ce problème divise les travailleurs. Vous avez un côté des travailleurs, ceux qui sont à la fonction publique, qui ne payent pas l'impôt, et vous avez ceux qui payent plein pot au niveau du privé et des sociétés d'État, sociétés parapubliques. Si on estime que les autres ne peuvent pas payer, mais qu'on enlève cet impôt-là aussi au niveau des travailleurs du parapublic et du privé. Nous ne disons pas de supprimer l'UETS, mais nous disons par rapport aux indemnités, par rapport aux primes, que l'État le supprime au niveau des travailleurs du privé et des sociétés d'État et parapubliques. Toutefois, si le préalable posé venait à être levé, lui et ses camarades disent être disposés à reprendre les discussions. S'il y a des gens qui ont foi au dialogue social, c'est bien le mouvement syndical. Et si le gouvernement à un moment donné pense que nous pouvons revenir sur la table de discussion, nous irons. Mais notre préalable restera. C'est-à-dire que la suite dépendra de la réponse qu'ils apporteront à notre préalable. La balle est donc dans le camp du gouvernement pour la reprise des discussions. Les attaques terroristes et la fronde sociale sont principalement les points évoqués par le mouvement Le Balai citoyen au cours de ce point de presse. Pour ce qui est des attaques terroristes, l'organisation de la société civile a condamné ces attaques qu'elle qualifie d'ignobles avec ses corollaires de conflits intercommunautaires, tout en saluant et félicitant les forces de défense et de sécurité pour leurs actions de lutte contre le terrorisme. Le Balai citoyen les appelle au respect des droits humains, gaz pour gagner cette guerre contre le terrorisme. Maître Hervé Kam, l'un des porte-parole de la structure. Nous avions tiré la sonnette d'alarme en disant attention. S'il y a ces critiques-là de la part des FDS, ça peut avoir un rôle négatif en ce sens qu'au lieu de rapprocher les FDS de la population, toute chose utile à la lutte contre le terrorisme, ça peut les distendre. C'est pour dire que nous sommes conscients que la lutte contre le terrorisme ne peut se gagner que si cette lutte-là
se fait dans le respect des droits humains. Le ballet citoyen n'a pas occulté la fronde sociale qui s'accentue de plus en plus avec les mouvements de débrayage des syndicats. Pour la structure, le gouvernement fuit ses responsabilités et s'illustre plutôt dans une gestion scandaleuse de toutes ces crises. Cher Martin Bambara, autre porte-parole du ballet citoyen. La gestion de la crise au MINFID, à la justice, à l'éducation, à la santé et dans tous les autres corps de métier est scandaleuse. Le gouvernement, dans ses fuites de responsabilité, l'absence de décision et le manque de courage politique, s'est réellement délégitimé au point de rompre la confiance avec ses partenaires sociaux, les syndicats. Au regard de tous ces faits, il blâme le gouvernement MPP pour sa gestion du pouvoir. Si le ballet citoyen doit attribuer une note au gouvernement par rapport à sa gestion des crises dans la fonction publique, c'est tout simplement un blâme. L'incapacité d'opérer une refondation dans la manière de gouverner a placé le pouvoir MPP dans les mêmes abîmes que le régime du CDP. Le ballet citoyen a également condamné et regretté les velléités de déclassement de la forêt de Kwa dans la ville de Bobo-Dioulasso. La rétrospective de la semaine. Au cours de la nuit du 22 au 23 mai 2019, dans le village de Konga, aux environs de 1h du matin, il y a une dizaine d'éléments armés qui étaient en tenue militaire burkinabé qui sont arrivés dans le village. D'abord, ils seraient partis du côté ouest du village où se trouve un campement Peul. Ensuite, ils ont repris la route menant à Sia, Konga-Sia. Et là, il y a notre famille qui est à environ 1 km du village, à une cinquantaine de mètres de la voie. Et quand ils sont arrivés à ce niveau, ils ont bifurqué, ils sont rentrés dans la famille. Et d'abord, ils ont trouvé un de nos grands frères qui s'appelle Hassan Diallo, 38 ans, qui dormait dehors, devant sa porte. Ils sont descendus des motos directement et ils l'ont pris. Ensuite, il y a un autre petit frère qui s'appelle Idrissa, qui avait 25 ans. On l'a aussi arrêté. Il y a un autre petit frère qu'ils ont aussi arrêté. Et lui, quand on le tirait pour l'amener vers les motos, il a pu se retirer. On a tiré sur lui, mais sa chance est qu'on l'a raté. Donc lui, il a pu s'échapper. Les deux, que sont Hassan Diallo et Idrissa Diallo, beaucoup plus connus sous le nom de Yéron. Les deux ont été embarqués sur les motos. Ils sont allés en direction du village de Sia. Et c'est à l'entrée de ce village qui se trouve à environ 6 km qu'ils ont été exécutés et laissés au bord de la voie. Donc au petit matin, la famille a suivi les traces pour voir s'ils allaient retrouver le corps, parce que c'est un peu une habitude. Dès qu'on arrête quelqu'un dans la zone, les gens cherchent systématiquement le corps. Ils ne cherchent plus la personne vivante. Donc effectivement, ils sont allés aux environs de 4h, 5h du matin. Ils ont trouvé les deux corps à l'entrée du village de Sia. Bon, ils n'ont pas enterré sur place. Ils ont pris les deux corps amenés dans la grande famille qui se trouve dans un autre village qui s'appelle Garkéré. Et c'est là-bas qu'ils ont fait l'inhumation dans la matinée du jeudi, 23 mai 2019. Et qu'est-ce qui fait croire à vos parents, qu'est-ce qui vous fait croire que ceux qui les ont exécutés pourraient être des FDS? Ils disent que les tenues, c'est les tenues de nos FDS. Et sur les 10 personnes qui étaient sur les motos, il y avait juste une personne qui était en t-shirt rouge, celui qui n'était pas en tenue militaire burkinabé, et qui semblait être l'indicateur. Il ressort également que des terroristes portent des tenues militaires burkinabés. Est-ce que, tenant compte de pareilles informations, est-ce que vous avez rapidement informé les autorités de la situation? Non, ils n'ont pas informé les autorités parce que il y a eu des précédents dans les villages environnants. Moi, ils m'ont appelé, qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai dit, appelez la mairie, appelez la sécurité, dites-leur ce que vous avez trouvé et demandez-leur la conduite à tenir. Ils ont appelé aussi bien la mairie que la gendarmerie, leur ont fait savoir qu'ils ne sont au courant d'aucune opération, donc ils peuvent enterrer les corps. Donc ils ont enterré, il y a une deuxième fois, c'était pareil, donc cette fois-ci, ils n'ont pas jugé nécessaire d'informer qui que ce soit, ils ont juste cherché à enterrer leurs corps. Et même l'autre précision, c'est qu'ils n'ont pas enterré les corps au niveau des SIA parce qu'ils craignent le retour de ces éléments armés, en tout cas qu'ils estiment être nos forces de défense et de sécurité. Un retour de ces éléments qui pourraient exécuter ceux qui sont en train d'inhumer. Parce que ce n'est pas la première fois que ce genre d'exécution se passe. En pleine journée, le même mercredi 22, au village de Doma, qui a une vingtaine de kilomètres de Konga, 6 personnes
tous détenus Peul, ont été arrêtés au niveau du marché dans la journée et quelques instants après, on a retrouvé les corps et les gens, en tout cas au niveau des villageois, ils sont formels. C'est nos éléments de force de défense et de sécurité. N'étant pas sur les lieux, moi je ne peux pas être formel, mais tous laissent croire que c'est nos éléments qui font ces exécutions extrajudiciaires. Et face à cette situation, qu'est-ce que vous faites pour que les choses changent? Il est difficile de poser des actes parce que on n'a pas d'interlocuteur. On ne sait pas à qui s'adresser. Lorsque l'autorité communale vous dit qu'elle n'est au courant de rien, l'autorité sécuritaire vous dit qu'elle n'est au courant de rien, à qui pouvez-vous vous adresser? Et même pire, aujourd'hui, dans cette zone, la plupart des peuples de cette localité, je m'excuse d'utiliser ce terme, mais c'est ça la triste réalité, ils ne peuvent même pas passer la journée à la maison. Donc, ils sont pratiquement dans la brousse en train d'errer, en priant de ne pas rencontrer ni nos FDS, ni les terroristes, qui eux aussi font des incursions et qui prélèvent quand et comme bon leur semble, sans aucune résistance quelconque. Et généralement, quelquefois, ils viennent parader dans les villages pendant des heures, ils repartent sans réaction aucune. Et c'est quelque temps après, on vient dans des familles, on enlève des gens. En tout cas, ceux qui viennent semblent être nos FDS. Ils viennent prendre des gens dont on retrouve les corps quelque temps après. Donc, en pareille situation, je ne sais pas à qui on peut s'adresser. Même si des gens sont soupçonnés d'être terroristes, quand on les croise dans un champ de combat, il n'y a aucun problème qu'on les exécute. Ça peut se comprendre. C'est la légitime défense. On ne demandera pas à quelqu'un dans un terrain de combat de faire quoi que ce soit. Mais lorsqu'on vient à la maison, on trouve quelqu'un qui dort, on le réveille, on le prend, on l'exécute, ça pose problème. Si c'est comme ça, cette méthode qu'on compte utiliser pour vaincre le terrorisme, je pense qu'on n'est pas encore sur la bonne voie. Le pire, c'est qu'on risque de pousser beaucoup de nos compatriotes vers ces forces obscurantistes qui profitent de cette situation aussi pour s'ériger en défenseurs des populations. Parce que eux, généralement, ils viennent, ils enlèvent 2-3 personnes, ils les amènent. Il y a certains qui reviennent, d'autres ne reviennent pas. Mais lorsque c'est nos forces de défense et de sécurité qui arrêtent les gens dans cette zone, tout ce que la famille recherche, c'est le corps. Où est-ce que le corps se trouve? Est-ce que vous avez un appel à lancer? L'appel à lancer, c'est surtout à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité, de nos autorités politiques, nos dirigeants, pour leur dire, certes, le combat contre le terrorisme, c'est notre combat à tous. Ce n'est pas le combat d'une ethnie contre une autre. C'est notre État, nous n'avons qu'un seul État et nous avons intérêt à ne pas considérer une ethnie donnée comme étant des terroristes et lui réserver un traitement totalement différent des autres ethnies. Évitons de faire en sorte qu'une ethnie se sente délaissée, qu'une ethnie se sente stigmatisée, qu'une ethnie se sente indexée comme étant le seul coupable de ce phénomène. On a eu un matraquage médiatique ces derniers jours de l'état-major qui disait qu'il n'y a pas d'exécution extrajudiciaire, qu'il n'y a pas une communauté particulière qui est visée parce que l'armée comprend toutes les ethnies du Burkina. C'est vrai, mais le constat que nous faisons jusque-là, c'est que la plupart des membres de la communauté dont nous parlons, qui sont arrêtés, n'ont pas le droit de s'expliquer. Même un présumé terroriste a aussi des droits. Je ne dis pas que ce sont des présumés terroristes parce que moi j'estime ceux qui ont été tués, que je connais, n'ont rien d'un terroriste. Mais donnez-leur la chance de s'expliquer. C'est le message clé que j'ai à faire passer. Merci. Merci bien.